Le cancer du pancréas exocrine, c'est un nom qui fait peur et à juste titre. Mais pourquoi est-il si difficile à traiter? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer tout ça, du diagnostic jusqu'aux stratégies de traitement actuelles, pour vraiment comprendre tous les enjeux de sa prise en charge. Et pour commencer, un chiffre. Un seul chiffre qui dit tout de l'urgence du sujet. Moins de 5%. Oui, moins de 5% de survie à 5 ans. C'est l'un des pronostics les plus sombres de toute l'oncologie. Ça vous donne une idée de la pression, de la gravité. Chaque décision compte. On est dans une véritable course contre la montre. Et c'est ça qu'on va analyser. Pour comprendre pourquoi ce cancer est si redoutable, il faut d'abord savoir qu'on a affaire à un ennemi silencieux, un ennemi qui progresse à bas bruit sans se faire remarquer pendant des mois, voire des années. Allez, décortiquons ensemble ses caractéristiques. Dans la très grande majorité des cas, on parle d'un adénocarcinome pancréatique. Mais le point vraiment crucial ici, c'est sa localisation. Regardez bien, environ les 3/4 de ces tumeurs se développent dans la tête du pancréas. Et ça, ce n'est pas un détail anodin, parce que cette position, c'est un vrai carrefour au milieu des voies biliaires et digestives, et c'est ce qui va expliquer l'apparition de symptômes bien spécifiques. Alors, sur quel terrain ce cancer se développe-t-il le plus? Eh bien, il y a 3 grands facteurs de risque qui ressortent clairement. D'abord, la pancréatite chronique. Imaginez une inflammation constante de la glande, c'est le terreau parfait pour qu'une transformation cancéreuse démarre. Ensuite, l'alcoolisme chronique, qui est justement l'une des causes principales de pancréatite. Et enfin, le tabagisme, qui est un facteur de risque direct et très puissant. Ok, mais comment on fait pour démasquer cet ennemi si silencieux? Le diagnostic, c'est souvent une véritable enquête. Les indices apparaissent tard et ils peuvent être un peu trompeurs. L'enjeu, c'est donc de rassembler toutes les pièces du puzzle et le plus vite possible. Voici donc les signaux d'alarme. D'abord, la douleur. Et elle est très particulière, on l'appelle solaire. Elle est intense, elle irradie dans le dos, comme un coup de poignard. Et surtout, elle empêche de dormir. Ensuite, si la tumeur est dans la tête, elle comprime les canaux biliaires. Et là, c'est l'ictère, la jaunisse, avec les signes classiques, les urines qui deviennent très foncées, couleur porto, et les selles toutes décolorées. Tout ça dans un contexte où la personne perd beaucoup de poids et est extrêmement fatiguée. Face à ce tableau clinique, le parcours d'imagerie est très bien balisé. On commence souvent par une échographie, un examen simple qui peut déjà nous mettre sur la piste en montrant une masse et une dilatation des canaux. Mais l'examen roi, le maître examen, c'est le scanner pancréatique, le TDM. Et puis on a un outil de très haute précision, l'écho-endoscopie, qui est parfait pour analyser les petites tumeurs, voir l'état des ganglions juste à côté, et surtout pour réaliser les biopsies qui vont confirmer le diagnostic. Ce fameux scanner, c'est le gold standard. Pourquoi on insiste tant là-dessus? Parce qu'il va bien au-delà de la simple confirmation. Il nous donne une véritable cartographie 3D de la tumeur et surtout, il analyse son rapport avec les gros vaisseaux sanguins qui l'entourent. C'est ce contact avec les vaisseaux qui va dicter toute la stratégie à venir. C'est absolument crucial. Et cette cartographie nous amène à l'étape la plus critique de toutes, le bilan d'extension, ce qu'on appelle le staging. Tout le destin du traitement se joue à ce moment-là, autour d'une seule et unique question. Cette tumeur, est-ce qu'on peut l'enlever chirurgicalement, oui ou non? Est-elle résécable? Et la réponse, elle est souvent brutale. Ce graphique illustre la dure réalité. Dans 80% des cas, au moment où le diagnostic est posé, la maladie est déjà trop avancée pour être opérée. Il ne reste donc qu'une toute petite fenêtre, moins de 20% des patients, pour qui une chirurgie qui vise la guérison peut être envisagée. Et pour faire partie de ces 20%, les conditions sont drastiques. Il faut une lésion unique et bien localisée, pas trop grosse, elle ne doit pas avoir envahi les gros vaisseaux ni les ganglions, et bien sûr, il ne doit y avoir aucune métastase à distance. Il y a un dernier critère, tout aussi important, le patient lui-même doit être en assez bonne forme pour pouvoir supporter une des chirurgies les plus lourdes qui existent. Pour être absolument certain qu'il n'y a pas de métastase, on réalise un scanner complet du corps, un scanner thoraco-abdominopelvien ou TAP. On passe littéralement le corps au peigne fin pour traquer la moindre cellule cancéreuse qui aurait pu s'échapper, en regardant avec une vigilance toute particulière le foie, qui est sa destination favorite. Bon, une fois que ce bilan complet a donné son feu vert, on peut enfin s'engager sur la voie curative. C'est un chemin exigeant, on l'a vu, réservé à cette minorité de patients, mais c'est le seul qui offre un véritable espoir de guérison. Il faut être très clair sur ce point. À l'heure actuelle, la seule et unique chance de guérir d'un cancer du pancréas, c'est d'enlever la tumeur. Complètement, dans sa totalité, avec des marges saines autour. Tout repose sur la réussite de cet acte chirurgical. Pour les tumeurs de la tête, l'opération de référence est la duodénopancréatectomie céphalique, la DPC. Le nom est un peu complexe, mais il décrit bien ce qu'on fait. On enlève en un seul bloc la tête du pancréas, le duodénum qui est une partie de l'intestin, la vésicule biliaire et une partie de la voie biliaire. On retire tout ce carrefour pour être certain de ne laisser absolument aucune cellule malade. Mais attention, même après une chirurgie parfaite, le risque que la maladie revienne est très élevé.
Des cellules microscopiques peuvent déjà s'être disséminées. Pour les éliminer, on met en place une chimiothérapie adjuvante. Pour les patients en bonne forme, le protocole de référence, c'est le FOLFIRINOX, une combinaison puissante administrée pendant 6 mois. Pour les patients plus fragiles, la gemcitabine reste une très bonne option. Abordons maintenant la situation des 80% de patients pour qui la chirurgie n'est pas une option. Et là, la philosophie du traitement change radicalement. L'objectif n'est plus d'éradiquer la maladie, mais de la contrôler. On entre dans une logique de gestion. Le but, c'est de contrôler les symptômes, de freiner la progression de la tumeur et par-dessus tout de préserver le plus longtemps possible une bonne qualité de vie. On passe d'une stratégie d'éradication à une stratégie de contrôle. Alors concrètement, comment on fait ? Pour la jaunisse, on va poser une petite prothèse, un stent, dans la voie biliaire par endoscopie pour la déboucher. Pour la douleur, on n'hésite pas une seconde à utiliser des antalgiques puissants comme les morphiniques. Et si la tumeur bloque le passage des aliments, une dérivation chirurgicale peut permettre de s'alimenter à nouveau normalement. C'est vraiment du sur-mesure pour chaque symptôme. En parallèle de cette gestion des symptômes, on utilise des traitements de fond. La chimiothérapie, avec des protocoles comme le FOLFIRINOX pour les plus robustes, ou la gemcitabine, a pour but de ralentir la maladie. La radiothérapie peut aussi être utilisée, notamment pour contrôler la douleur ou freiner la croissance d'une tumeur qui serait localement très agressive. On a donc parcouru tout le chemin, de l'enquête diagnostique aux 2 grandes stratégies de traitement. Mais ce parcours nous laisse face à une question fondamentale. Devant un pronostic aussi sombre, comment faire mieux ? La recherche explore évidemment de nouvelles pistes, comme les thérapies ciblées ou l'immunothérapie. Mais pour l'instant, le défi reste entier. Améliorer ce pronostic est, sans le moindre doute, l'un des plus grands enjeux de l'oncologie du XXIe siècle.